Allez. Recording progress. Merci. Oui, du coup, il me restait une phrase, mais ce n'est pas grave, je vais la dire quand même. Si j'arrive à la retrouver, oui. En plus, c'était une phrase de transition pour Caroline, donc c'est très bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir enchaîner entre nos deux interventions, puisque sur la suite de la démonstration, l'idée, c'était que on a aussi progressivement une acculturation en fait, progressive côté entreprise commerciale et côté association du secteur à des nouveaux partenariats, pas uniquement philanthropiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une organisation, que ce soit une fondation, une entreprise privée ou sur des financements, quasiment tout le monde fonctionne par appel à projet. Enfin, il y a de plus en plus dans les modes de financement, des modes d'organisation et de partenariat qui se ressemblent de plus en plus. Et en plus, on est capable de plus en plus de valoriser de part et d'autre ces relations partenariales par le biais du don et du contre-don. Et Caroline, okay. Je te laisse la parole. Merci. Attends, je vais me remettre comme il faut pour vous voir. Et puis, voilà. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Merci à Morgane pour ce panorama et critique des organisations auxquelles vous appartenez, notamment. Et puis, donc la question est de savoir dans quelle mesure les relations entre les dites associations et les dites entreprises, je reprends ça par rapport au constat de Morgane, comment on peut les voir sous le prisme de la réciprocité. Auparavant, je reprendrai les 3 derniers points qui sont des pistes finalement d'affirmation de ce que peuvent, comment dirais-je, faire les associations. Tu dis donc un langage plus lisible pour favoriser le dialogue, l'hybridation des ressources avec une indépendance de l'État, et puis l'acculturation sur des nouvelles façons de coopérer. Et ça, on est vraiment sur une ligne de crête entre on va s'approprier ces éléments pour valoriser les spécificités associatives avec le risque de basculer dans une vision très managériale des associations. Donc, on est vraiment sur une ligne de crête pour affirmer ce que peut apporter le fait associatif. Alors, la première question qui peut venir à l'idée, c'est que vient faire la notion de don contre don dans la vie et le fonctionnement des organisations, qu'elles soient des organisations à but lucratif ou des organisations à but non lucratif. Alors, pour ça, pour ma part, actuellement, je suis à l'URIOPS Pays de la Loire, je la préside et j'y suis arrivée en tant que personne qualifiée, parce que universitaire, parce que travaillant notamment sur des questions d'innovation sociale et de gratuité, pour vous situer un petit peu le chemin, je ne dirais pas le parcours, mais le chemin. Donc, j'ai travaillé sur la notion de don contre don dans un autre contexte, mais j'ai regardé notamment en sociologie du travail ce qu'a produit Norbert Alter et ses collègues, peut-être certains ont ça à l'esprit, qui a introduit cette notion de don contre don dans les organisations et notamment dans les relations de travail. Alors déjà, donc, je fais un pas de côté, mais qui me semble intéressant, c'est-à-dire qu'il avance une hypothèse selon laquelle l'entreprise, elle fonctionne, produit et innove parce que les opérateurs acceptent de s'adonner, avec un tiret, à ces projets. Et pour ce faire, donc, l'organisation, elle s'appuie
sur une compétence collective qui exige de savoir s'associer, échanger avec les autres afin de coopérer. Alors là, on est encore loin de notre relation association-entreprise, mais ça introduit quand même la notion de don au sein des organisations, qu'elles soient lucratives ou non lucratives. Et il avance que les règles de fonctionnement, pour qu'elles soient, alors le mot, on peut le reprendre, peu importe, pour qu'elles soient efficaces, supposent que les salariés, et par extension, moi j'ajouterais, et les parties prenantes de l'activité, les investissent à la fois de leur être, de leurs engagements affectifs et moraux réciproques, et de leur conception, de leur expérience, de leur rapport aux autres. Bon, c'est un petit peu dense ce qu'il dit, mais je trouve que ça donne bien l'idée que dans les organisations, qu'elles soient lucratives ou non lucratives, la notion de, ou la dynamique de don contre don, elle est à l'œuvre, même si elle est implicite et même si, comme il le note, elle n'est pas reconnue. Voilà. Et en fait, l'activité d'une organisation, et là, vous voyez, je me place aussi bien du côté des associations que des entreprises. L'activité d'une organisation, elle est le produit d'interactions sociales, d'échanges sociaux. Pardon. Excusez-moi, il y a un micro qui est branché. D'accord. Donc, vous m'entendez à peu près? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien, oui. Ouais. D'accord. Bien, merci. Alors, je reprends le fil. Donc, en fait, si on regarde l'activité qui est produite par une entreprise, et je le rappelle, hein, qu'elle soit lucrative ou non lucrative, c'est le produit d'interactions sociales ou d'échanges sociaux, qu'ils soient économiques, affectifs, symboliques, culturels, explicités ou implicites. Alors ça, c'est intéressant parce que cette réciprocité, elle existe dans les organisations. Il faut aussi constater qu'elle est un peu mise à mal, notamment du fait des pratiques managériales actuelles qui tendent à, je vais dire, soi-disant rationaliser le travail, par exemple, éviter les espaces d'interaction. Et là, je reviens à la notion, par exemple, du télétravail, hein, qui participe de ça. Et en fait, la force des associations, c'est leur capacité à créer cette réciprocité. Il y a une forme d'expertise dans les associations qui constitue une force, si on met ça un petit peu en termes de rapport de force, par rapport aux entreprises lucratives qui tendent à rationaliser de manière très cognitive et en fait, on se rend compte que c'est une fausse rationalisation, mais ça, on pourra le discuter peut-être au mois d'avril, et qui fait que ces espaces d'interaction qui vont créer de la valeur, ils sont pas reconnus. Voilà. Donc, voilà pourquoi, finalement, penser à la notion de don contre don dans le fonctionnement des organisations. Et de dire, du fait de, comme le rappelait Morgane, de l'histoire, des valeurs qui sont partagées, des savoir-faire des associations, je pense qu'il y a vraiment des éléments à avancer pour favoriser effectivement ces échanges entre entreprises et associations. Alors, simplement, préalable avant d'ouvrir le débat et puis de susciter des questions, comme préalable, quand on parle de don contre don, on parle de donner, de recevoir et de rendre. Donner, ça suppose qu'on accepte, qu'on prend l'initiative et qu'on accepte de sacrifier des ressources au profit d'un collectif dont il est difficile de mesurer le comportement, au-delà, alors je parle d'un contrat ou d'une convention sociale explicite. Donc, donner suppose une initiative, un sacrifice de ressources qui va au-delà d'un contrat ou d'une convention sociale. On parle de recevoir. Recevoir, ça veut dire, ça suppose de manifester une
de manière explicite une reconnaissance de la valeur du geste du donateur. Deuxième point. Et puis rendre va conduire à donner à son tour. Alors ça, c'est 3 éléments qui sont un peu les socles du don contre don. Donc ça suppose plusieurs questions dans les relations association-entreprise. Je regarde l'heure pour ne pas trop déborder parce que je crois que je peux faire de la compétition cette fois-ci avec Morgane. C'est voilà le préalable 1. Préalable 2, c'est qu'il faut se dégager de ce qu'on peut appeler une réciprocité simple, qui irait de A donne à B, qui B va rendre à A, à une réciprocité élargie ou multiple dans un système social. C'est-à-dire que A va donner à B, qui peut donner à C, qui peut donner à M, qui peut rendre à A, mais qui ne se rendra pas forcément compte que c'est B qui a donné à M, bref. Donc, il y a une circulation d'une valeur sociale qui fait que les protagonistes ne sont pas simplement l'entreprise. Et d'ailleurs, l'entreprise en soi, ça n'existe pas, c'est un collectif. L'entreprise, c'est un collectif. Et puis, l'association, c'est aussi un collectif. Et puis, entreprise et association, tu l'as dit tout à l'heure, Morgane, il y a les appels à projets, il y a des financeurs, il y a des organismes de tutelle, il y a des régulateurs de marché qui font qu'on voit que la réciprocité, elle peut devenir assez complexe. Donc, on est finalement dans un cycle sans fin où donataires, donateurs prennent des rôles différents au fur et à mesure des processus et des actions. Et ça va construire des liens qui vont être les vecteurs de la circulation de valeurs. Je le mets au pluriel, valeurs, au sens valeur terminale, comme on peut le dire en sociologie, mais aussi valeurs économiques, financières et autres. Donc, voilà un peu j'espère que j'ai ramassé aussi le propos et c'est important d'avoir ça en tête pour arriver à se dire, quand on a cet arrière-plan en tête, plus le cadrage macro que Morgane nous a proposé, qu'est-ce qu'on va chercher à produire en construisant des relations don contre don entre une organisation à but non lucratif et une organisation à but lucratif. L'idée ici, c'est de se dire, ça demande de penser, de construire les liens sociaux de réciprocité. C'est pour ça que quand on a préparé cette intervention de ce soir, et puis j'espère au mois d'avril, vous donner envie de poursuivre, bien sûr, ça relève de la pensée stratégique des organisations, qu'elle soit l'entreprise au sens OBL, organisation à but lucratif, ou à but non lucratif. Ça veut dire que si on veut construire ces liens de réciprocité via des outils, des dispositifs, des actions comme le mécénat, le don, le financement, enfin bref, on verra tout ça tout à l'heure avec les exemples notamment de Morgane. Ça veut dire qu'il faut se poser plusieurs questions. Premièrement, quelles sont les logiques d'action qui sont à l'œuvre? Est-ce qu'on est dans une logique de domination, dans une logique de dépendance, dans une logique de coopération ou dans une logique de co-construction? Ça, c'est vraiment des questions qui relèvent d'une vision et de choix stratégiques. Deuxième question, quels vont être les objets d'échange? Est-ce que c'est des échanges monétaires, des échanges en nature, de l'information, du savoir-faire, de la compétence, de la réputation, de l'image? Et quand je dis les objets d'échange, entreprise, association, qu'est-ce que peut donner l'entreprise, mais aussi qu'est-ce que peut donner l'association en termes d'objets? Et c'est là où peut-être les associations ont à donner à voir ce qu'elles donnent
en fait, hein. Troisième question, quels sont les acteurs en présence? Entreprise, c'est quoi? C'est des dirigeants, c'est des actionnaires, c'est des salariés, c'est aussi des publics autour géographiquement de l'entreprise, hein. Ce sont pour les associations, ce sont des bénévoles, des publics, des organismes de tutelle, la société civile. Donc, quand on voit la réciprocité élargie, quand on monte sa stratégie, on va se dire, je vais donner quelque chose ou je vais recevoir quelque chose ou je vais devoir rendre quelque chose qui va être bénéficiaire de cette circulation, en fait. Après, l'autre question, c'est quelles sont les valeurs qui sont produites? Est-ce que ce sont des valeurs identifiées et mesurables? Est-ce que ce sont des valeurs identifiées mais non mesurables? Est-ce que ce sont des valeurs non identifiées et non mesurables? Après, dernière ou avant-dernière question, puis ça avait amené au propos de Morgane, dans ses témoignages et exemples, quelles peuvent être les tensions, les ambivalences et les ambiguïtés quand on va s'engager dans un système de relations qui va générer du don contre don. Donc, voilà. Et puis, enfin, quels peuvent être les supports de l'échange? Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, est-ce que c'est du mécénat, du don numéraire, de la mise à disposition de matériel, de compétences? Et ce qui est compliqué dans les relations entreprise-association, c'est que souvent, on commence par le support. C'est-à-dire, on va faire du mécénat, on va mettre à disposition du matériel, on va faire un don, on va financer. Et là, on est dans l'opérationnel. C'est intéressant parce que de l'opérationnel, comment ça interroge ou ça réinterroge la stratégie. Voilà. Et puis, pour conclure et puis laisser la parole à Morgane, c'est dans tout ça, on parle évidemment beaucoup de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise et des organisations. Quelle est la place de la RSE dans ce système de circulation? Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir pour initier le débat et puis le mettre à l'épreuve d'exemples, de témoignages et tout ça. Merci. Merci à vous. Du coup, Morgane, je vous laisse peut-être présenter. Vous aviez un exemple. Vous l'avez évoqué peut-être tout à l'heure rapidement, je ne sais plus. Non, j'ai plusieurs exemples. Après, peut-être qu'on peut laisser de la place aux questions. Moi, j'ai des exemples de partenariats qu'on a noués, mais il y a peut-être d'autres gens qui ont des exemples et des choses. Voilà, moi, c'est plus un témoignage, mais à la limite, même j'aurai le temps d'en parler un peu plus au mois d'avril, si vous voulez. Enfin, voilà. Ok, pas de souci. Comme je sais que vous aviez une contrainte de temps, voilà, pas de souci. Est-ce qu'il y a des réactions à ce qui vient de se dire et s'échanger? Alors, avant et après coupure. N'hésitez pas voilà, sur les questions, et notamment sur des choses que vous auriez, soit qu'on a abordées très rapidement et sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on insiste. On ne fera pas forcément maintenant, mais ça va nous aider à mieux cibler les trucs à approfondir pour le mois d'avril. Et puis, à nous poser des questions directement là, avec plaisir. J'ai une contrainte de temps, mais dans une bonne vingtaine de minutes. Donc, oui, c'est... Parce que l'idée, pour vous, comment je dirais, tirer le fil, voilà. L'idée qu'on avait au départ, c'était de vous solliciter sous forme de questions à Morgane, sous forme un petit peu d'interpellation. C'est vrai que là, vu le format et puis on a ramassé en fait des notions, hein, pour que vous réagissiez, mais c'est toujours plus difficile de réagir que quand on interpelle. Voilà. Hein? Marc, je crois que Marc, tu voulais prendre la parole. Ouais. Oui, si je peux me permettre, je ne voulais pas interrompre. Bonsoir.
Moi, j'ai une question, une remarque, je ne sais pas. C'est la question de la subvention. Fut une époque, il y a bien longtemps, il existait des subventions de l'État, puis l'Europe est passée par là, et on sait très bien, la consigne qui a été donnée il y a quelques années, de progressivement supprimer les subventions auprès des associations, notamment en Europe, avec les différences que vous avez faites, évidemment. Pour autant, c'est ce qui séparait l'association, loi 1901, de ce qui pouvait être l'entreprise à but lucratif. Vous l'avez répété plusieurs fois, effectivement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous l'avez dit vous-même, Madame Urbain, des actionnaires, des gens qui sont là pour gagner de l'argent. C'est le monde libéral, tout à fait privé, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est ce qui fait que pendant des années, il y a eu cet écart. Et où je voulais venir à la remarque, c'est qu'aujourd'hui, progressivement, l'Europe a fait en sorte de supprimer ces subventions au profit des appels à projets, on le sait, d'accord, et qui nous mettent effectivement en concurrence entre associations. Répond pas. Attendez, on n'est pas dans le monde des bisounours, et on sait très bien qu'entre associations, notamment de taille, on ne va pas hésiter à essayer de gagner un marché, à gagner un projet, enfin, comment on l'appellera, ça, c'est pas grave, mais voilà, ça a été installé dans l'histoire aujourd'hui libérale, et on va vers ce monde-là. Donc, si je me permets ces remarques, c'est parce qu'aujourd'hui, on en est là, et effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on trouve les moyens de créer du partenariat, de travailler ensemble. Mais je voulais quand même rappeler qu'il y a quand même à la base, fondamentalement, excusez-moi, mais une vraie différence. Et quand vous parlez de valeurs, c'est pas seulement on est gentil et ils sont méchants, mais il y a quand même des valeurs intrinsèques aux associations de loi 1901 qui est battue en brèche actuellement, notamment la loi 1901, on le sait, hein, ça ne plaît pas, parce qu'évidemment ça dérange, mais pour autant c'est historique. Voilà, je voulais rajouter ce petit... mais voilà, c'est ouvert au débat. Hein. Il y a un écho, en fait. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous. Non, ça y est, mais je pense que c'est Marc qui avait un souci. Moi, je n'ai pas l'écho, mais voilà. C'est ta pièce qui résonne, je pense, Marc. Mais là, pas moi, grave. j'entends une conférence, là. Je n'ai pas un très grand bureau, je n'ai pas de conférence derrière moi. C'est chez moi. Donc, voilà. Désolé, je m'excuse. Voilà. Je peux peut-être juste apporter un éclairage entre guillemets. Je veux juste un tout petit peu pondérer sur le côté c'est l'Europe, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que moi je suis une défenseuse de l'Europe, non pas dans sa construction économique pure, mais parce que je pense que on peut faire des choses extrêmement intéressantes et je me suis beaucoup battue, y compris en travaillant à Bruxelles pour des ONG, pour qu'on échange sur des choses très positives au niveau européen. Mais effectivement, comme c'est une construction économique et qu'il y a une très forte ambiguïté sur l'Europe sociale qu'on veut construire, puisque pour le coup, les questions sociales, ce sont des questions du domaine réservé des États. Et donc, il y a toute cette ambivalence des États qui vont demander à l'Union européenne, c'est-à-dire aux institutions, de les laisser faire, parce que c'est leur domaine réservé, et en même temps, des textes qui sont passés, validés par tous les États, hein, parce qu'un règlement, il ne rentre pas en vigueur si les États n'ont pas voté, et si la mesure est impopulaire, qui sont présentés comme c'est Bruxelles qui nous dit de faire. Et donc, ça participe d'un euroscepticisme que je trouve très dangereux, parce que, en fait, chaque texte, il devrait y avoir plus de transparence sur quel ministre ou quelle personne a voté quel texte, et quand ça entre en vigueur, que les différents politiques des différents États membres prennent leurs responsabilités sur ce qui est mis en place. Une fois que ça s'est dit, les politiques d'austérité qui sont issues de la crise économique depuis 2008 et même avant participent progressivement d'une diminution du budget des États. Et les politiques européennes n'aident pas du tout sur le sujet. Par contre, il y a des choix de l'État français de diminuer les subventions à certaines associations parce qu'il y a ce qu'on appelle une espèce de logique de saupoudrage. Donc, on ne va pas donner plein de petites sommes, on va obliger les organisations à se regrouper parce que nous, on veut qu'un ou deux interlocuteurs, c'est quand même beaucoup plus simple pour discuter. Et du coup, ça crée... Et puis, on va utiliser la concurrence, y compris pour des organisations non lucratives,
parce que pendant très longtemps, on les a un peu laissés faire ce qu'elles voulaient, on leur a donné des subventions pour fonctionner, et puis la concurrence, si elle permet de favoriser la qualité des choses dans un certain nombre de domaines marchands, pourquoi ça ne le ferait pas dans le domaine non marchand? Et ça participe du fait qu'on va prendre les mêmes logiques qui peuvent être parfois intéressantes dans le domaine marchand. La concurrence, ça n'a pas que des choses mauvaises, ça peut aussi obliger les entreprises à se renouveler, voilà, parce que les situations de monopole ne sont pas toujours bonnes sur le côté qualitatif. Mais par contre, on les applique de manière identique dans le secteur non marchand. Et comme nous n'avons pas réussi à créer un espèce de socle de valeurs et d'organisation propre au système non lucratif, eh bien, on nous applique les mêmes outils, sauf que pour une organisation non lucrative dont le but premier n'est pas de produire des bénéfices, n'est pas d'enrichir ses membres, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on a un logiciel qui est inadapté à notre modèle. Et du coup, tout ce qu'on fera sera en espèce de décalage et on sera obligé d'aller vers du plus marchand avec des outils non marchands. Donc, c'est très déstabilisant. Et je suis d'accord, j'entends une espèce de conférence en fond. Excuse-moi, Jackie. Jackie, excuse-moi. Est-ce qu'il serait possible de couper le micro? On entend, voilà. Merci. Non, on entend encore. Mais oui. Ah oui. Tu voulais prendre la parole? C'est pas moi, je l'entends aussi, la conférence. Oui, je sais pas. On aura tout eu ce soir. Ouais. Tu voulais prendre la parole? Je ne sais pas si vous m'entendez, s'il y a trop d'écho, mais je voudrais juste, Morgane, je me permets de vous appeler Morgane, je voudrais juste vous faire part, en ce que vous venez de dire, je traverse actuellement avec un bureau, un CA, dans un organisme assez important. Nous traversons une période, je vais vous donner un exemple de la semaine dernière, où on nous répond du côté du conseil régional, vous êtes à 60-40, 60 de subventions, 40 de financement privé, d'accord, il faut que dans les 5 ans qui arrivent, vous ayez inversé la tendance. Qu'est-ce que vous suivez? C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir basculer dans l'autre sens, et c'est gentil pour le dire dans 5 ans. On verra dans 10 ans. Enfin, d'autres verront, probablement. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un fléchage qui est fait, une orientation stratégique qui est envoyée. Et quand je parle de l'Europe, je vous rejoins, il ne s'agit pas de critiquer bêtement les décisions qui peuvent être prises, mais il y a quand même une volonté, me semble-t-il, d'accord, depuis quelques décennies, de vouloir renverser notre planète Europe là, vers un monde très libéral. Je dis tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, il y a une influence énorme de l'idéologie néolibérale dans les politiques européennes qui influence le modèle d'entreprise, qu'on y soit favorable ou non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas compatible avec des modèles d'organisation non lucratifs. Ce qui n'empêche pas le partenariat. Je ne suis pas contre. Au contraire, dans une autre association, il y a une centaine de partenaires privés d'entreprises, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est des méchants. C'est pas ça. C'est vraiment de manière très philosophique et d'orientation politique. Je vais être clair. Je trouve que ça manque aujourd'hui d'orientation, notamment d'engagement politique. Voilà, je le dis en tant que bénévole. Voilà. Bernard, vous vouliez prendre la parole? Juste, je pense que quelqu'un doit avoir une conférence dans un autre onglet de son ordinateur, en fait. Je ne vois pas d'autre solution. C'est-à-dire de regarder dans vos onglets Internet ceux qui ont le micro allumé. Je vais regarder. Une vidéo allumée. Ouais, il y a forcément une autre vidéo allumée. Je ne vois pas comment ça peut être possible. C'est vraiment dur. Moi, je l'entends de loin, donc si tu l'entends de près, Caroline, extraire de l'économie du climat les leçons nécessaires. Je regarde dans les onglets. Moi, j'ai pas. C'est fou ça. Dans une deuxième partie,
je m'intéresserai Et pourtant, je sais de quelle conférence il s'agit. Hein. au carbone, qu'il faudrait mettre en place à travers des taxes carbone ou des marchés de permis d'émission qui sont Ah, on l'a moins. avec le Moi, je ne l'ai plus. première partie. Donc, ouais, je vais couper mon micro en attendant, au cas où. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, interventions? Par Ipsos, commandé par la chaire Moi, je dirais que je partage le constat là, qui vient d'être échangé. Et il est d'autant plus important que les associations affirment ce qu'elles apportent en retour de ce… c'est ça qui est important. Et c'est de leur… Enfin, je vais dire de manière… C'est de leur responsabilité, en fait. C'est ça qui est important. Parce qu'entre la militance, où effectivement on est tiré avant tout par la cause et les valeurs, et puis l'association gestionnaire, la question est surtout de mettre en avant ce qu'on peut apporter. Et en préparant cette rencontre, on s'est dit aussi, par exemple, une association, enfin une entreprise qui va mécéner une association ou qui va financer le projet d'une association. La question, c'est de prendre conscience que quand elle va financer l'association, qu'est-ce que ça peut générer pour les salariés, pour le micro-écosystème, de mettre en valeur ces éléments. Et aussi, il y a tout ça à construire. C'est pour ça que quand je lissais un petit peu les questions à se poser quand on s'engageait dans une relation avec les entreprises, il s'agissait en fait, d'une certaine manière, de prendre la main dans la circulation. C'est ça qui me semblerait intéressant. Et peut-être pour compléter, là, justement, sur la partie, ce qu'on a pu faire, c'est vrai que nous, on s'est posé la question opérationnelle tout de suite. Et on est allé voir le secteur bancaire, comme vous le disiez, Madame Le Barbier, je crois, dans le chat, les entreprises du secteur marchand, du secteur bancaire, qui ont une grosse politique RSE, qui ont une image à défendre et qui affichent des valeurs qui sont assez proches des nôtres, ou alors des grandes fondations. On va tous relativement voir les mêmes parce que c'est celles qui sont le plus facilement trouvables, celles qui communiquent là-dessus, etc. Oui. Et en fait, là où on commence à avoir des choses intéressantes, nous, c'est en allant voir des PME, des organisations locales, parce qu'en fait, elles, pour le coup, ne savent pas tout ce qui est possible à faire avec le mécénat. Le mécénat, c'est quand même 75% de ce qu'elles vont donner, peu importe ce qu'elles donnent, qui est défiscalisé, donc payé par nos impôts. Donc, c'est quand même une manière indirecte de faire du don et du contre-don de l'argent public, mais voilà. Quand on va voir des PME locales pour leur demander de nous mettre à disposition, par exemple, dans mon association, le problème, c'est les salles de réunion. On n'en a pas assez et on fait trop de réunions. Je ne sais pas si ça fait le cas à d'autres associations, mais ça doit certainement être le cas. Allez voir les entreprises qui sont à côté de chez nous pour se dire, mais en fait, si vous mettez à disposition des salles et que vous les facturez le prix où vous pourriez les louer à d'autres entreprises, ou voilà, ça peut être défiscalisé, ou alors vous pouvez juste nous les mettre à disposition comme ça, et puis c'est un premier pas de partenariat, mais ça peut être aussi du mécénat de compétences, ça peut être aussi des matériaux de plus en plus, où au fur et à mesure, on a des dons spontanés d'entreprises, parce qu'on a créé des partenariats. Sur les gels hydroalcooliques, les masques, les trucs comme ça arrive beaucoup. Mais pas que. Et j'ai des exemples de plus en plus après la crise sanitaire, parce que derrière les entreprises, comme disait Caroline, il y a des personnes qui ont fait le choix ou pas d'ailleurs de travailler dans le secteur marchand, parce que c'est là qu'il y avait de l'argent aussi et qu'elles pouvaient avoir un salaire, et puis que voilà. Et en fait, qui ont aussi besoin de donner du sens à leur travail, qui défendent
Pour certaines, justement dans les PME, dans les petites entreprises locales qui défendent des emplois non délocalisables, qui défendent des produits de qualité, et en fait, sur lesquels on peut partager des valeurs communes si on arrive sur des projets à travailler des partenariats. Mais voilà, on a le premier réflexe de se dire je vais aller voir les grands mécènes classiques, voilà, et on l'a fait aussi, et on a monté des trucs plus ou moins chouettes d'ailleurs. Mais en tout cas, dès qu'on revient sur la notion de territoire, d'ancrage et d'écosystème local et de comment on participe à l'écosystème local en tant qu'acteur économique non lucratif avec d'autres acteurs économiques lucratifs, je trouve qu'il commence à se passer des trucs intéressants. Sur le mécénat de compétences, est-ce que quelqu'un de présence ce soir aurait un exemple? Oui, je voudrais pas en tête, parce que dernièrement, on met à l'essai dans des partenariats justement avec des entreprises privées à but lucratif, des mises à disposition, je vous rejoins, de personnel. Parce que, par exemple, vous n'avez pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour tant d'heures. Il y a aussi le travail aujourd'hui qui se fait en visio, à distance, et qui fait qu'une entreprise peut, par exemple, sans problème, venir participer avec une association en mettant à disposition, je donne un exemple, une secrétaire qui, tant d'heures par semaine, peut venir compléter à disposition pour une association. Voilà. Et ça, c'est un partenariat aussi, un mécénat, on l'appellera, on va le valoriser. Mais voilà, il y a différentes choses et je voulais élargir la question de, vous avez raison, du matériel, de pas mal de choses, mais aussi maintenant, en tout cas, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on essaye d'aller chercher autrement les secrétaires qu'on n'a pas, les financements qu'on n'a pas, et notamment par des partenariats de type ressources humaines. Voilà. Ce que je trouve intéressant, notamment dans ces derniers échanges, c'est que, par exemple, dans le mécénat de compétences, ça vous a permis effectivement de déployer votre activité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce que vous avez donné à voir ce que ça a produit auprès des personnes qui vous ont apporté les compétences? Parce que c'est ça, cette notion de don contre don, c'est exactement pareil comme dans une association où on cotise. Alors, est-ce qu'on attend simplement un service où on cotise, mais en plus, on va amener du savoir, des compétences, de l'information? Et vous voyez, on est là, on est dans une association, Lycée Normandie, vous avez les adhérents qui versent des cotisations. Donc, ils se disent, en échange, j'attends un service, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait, parce que là, on est dans le piège du contrat, d'accord? Quasiment. Et si on veut aller dans du don contre don et produire un supplément de valeur, ça va être non seulement je paye ma cotise, mais en plus, je contribue à construire un savoir collectif en passant du temps. Vous êtes là ce soir, d'accord, pas simplement pour se dire comment je vais faire mieux ma RSE ou des choses comme ça, mais vous contribuez à une connaissance collective. Et là, on est typiquement dans du don contre don. Simplement, dire à l'entreprise, vous nous avez donné des compétences, mais regardez vos salariés, comme ils sont revenus dans votre boîte avec la pêche, avec des idées et en se disant je travaille pour quelque chose, je pense que là, je veux dire, alors après, il faut trouver les outils, les techniques pour le dire le mieux possible. Mais je pense qu'il y a de la marge quand même pour donner à voir cette valeur. Voilà. Et c'était un peu l'idée de nos rencontres aussi, de titiller ces choses-là pour voir... pour donner à voir cette capacité à générer de la valeur sociale. Mais pour aller dans votre sens, là, en l'occurrence, la réciprocité, dans l'exemple que j'ai donné, elle est que l'association travaille quelquefois aussi pour des demandeurs d'emploi, avec Pôle emploi, etc. Et du coup, si vous voulez, l'idée étant de dire, quand l'entreprise est en recherche, par exemple, de personnes en capacité d'eux, nous, on a un pool de personnes qui recherchent de l'emploi, et puis du coup, on va l'orienter, ils vont faire leur choix, ils vont décider, évidemment, d'embaucher ou pas, ou de mettre en route, mais en tout cas, on va leur faire
des propositions. Et ça, c'est une ouverture réciproque, je pense. Ça me fait résonance avec ce que vous disiez, Caroline, tout à l'heure, sur le fait que le don et le contre-don, ce n'est pas forcément binaire. C'est-à-dire qu'on Non, peut être surtout dans des pas. relations beaucoup plus complexes que ça. Et ça me fait écho, notamment ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des problématiques environnementales, du réchauffement climatique et des sociétés qui s'interrogent sur leur modèle social et de ces petits groupes qui peuvent, à certains endroits, être dans du partage, effectivement, de savoir ou de l'échange de compétences dans une forme de troc. Je trouverais intéressant qu'on puisse avoir une expérience de cet ordre-là à pouvoir partager le 21 avril. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu expérimenter ça, mais sur peut-être dans l'insertion, je ne sais pas, sur un fonctionnement don contre don, mais effectivement, c'est A qui donne à B, mais c'est C qui vient prendre à D, et puis D ne sait pas que c'est B qui a donné. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des exemples de ce type-là, mais sur des formes d'organisation un peu plus complexes que le don contre don, hein, j'ai envie de dire entre guillemets binaire, qu'on a l'habitude de connaître. Et il faut l'évacuer, celui-là, je pense. Enfin, Et en quoique. plus, non seulement, entre guillemets, enfin, je pense surtout qu'en plus, il y a plein d'échanges qu'on voit comme binaires, mais qui ne sont pas binaires. Voilà, Et qu'à c'est ça. l'intérieur du don contre don, en fait, ce qu'on peut imaginer comme des relations de mécénat classiques, il me donne de l'argent, il me donne machin, je lui rends autre chose. En fait, indirectement, ces personnes-là, elles vont produire des choses quand elles vont rentrer dans leur quartier, elles vont produire des choses sur leur territoire. Et en fait, c'est plus d'arriver à donner plus de matière, j'ai l'impression, à des relations que nous voyons comme binaires. On a des gentilles associations qui vont demander aux méchantes entreprises de se racheter une conscience en leur donnant de l'argent, parce qu'au début, on était quand même un peu là-dedans. Je fais de la provoque, bien sûr, hein. Mais voilà. Et en fait, on voit bien que c'est plus compliqué. Et on voit bien quand on sort, qu'on est avec nos amis, notre famille, et qu'on n'a pas que des gens qui bossent dans le même secteur que nous, qu'en fait, on peut partager des valeurs communes et que quand on échange sur des choses, eh ben, on peut avoir des enjeux communs, ou on peut lier quelque chose au niveau des territoires ou sur des problématiques communes parce qu'on fait des constats en commun. Et je trouve que c'est ça qui est hyper enrichissant. Justement, dès qu'on reprend ce que disait Caroline sur le concept de partie prenante, qui est en fait plus large que l'association et l'entreprise, mais il y a tout l'écosystème dans lequel elle s'imbrique, qui est intéressant. Jean-Luc, tu voulais intervenir? Oui, mais ça allait un peu dans le sens de ce que disait Morgane, je crois. Mais je crois qu'il y a une acculturation quand même et que là, on a encore du chemin à parcourir sur cette question-là et c'est tout l'intérêt de ce débat et puis de ce qui va se passer en avril, du moins je l'espère, en tout cas qu'on arrivera à aller au bout parce qu'il y a un vrai travail de fond qu'on doit mener en tant qu'association, pour se faire reconnaître autrement au niveau des entreprises, et sans perdre notre âme parce que je crois que ce qui a fait aussi peut-être le mal dans le secteur, c'est qu'on a peut-être eu des associations qui ont voulu trop ressembler à des entreprises. Et ça je dois vous avouer que ça m'interroge un peu et que peut-être on a eu un petit échange avec Morgane tout à l'heure, c'est qu'on a aussi à garder nos spécificités, hein, tout en se faisant mieux reconnaître, quoi. Il y a quelque chose à jouer là-dessus parce que je pense qu'on a parfois scié la branche sur laquelle on était et on s'est parfois un peu perdu aussi dans nos propres systèmes d'organisation pour ressembler peut-être trop à l'autre alors que c'est complémentaire, quoi. On doit être complémentaire. Enfin, voilà. Ouais, et après, tu vois, ce que je disais sur les questions européennes, c'est que je pense qu'on nous a bien aidé à scier la branche quand même un peu, d'un côté. Oui. C'est que, bon, on nous a filé la scie quand même pour le faire. Mais qu'une fois qu'on a dit ça, on est dans une posture politique défensive depuis plus de 10 ans. Oui. Il faut aller contre le marché, il faut mettre des digues, des remparts dans tous les... Et en fait, il faut qu'on arrive à sortir de cette chose trappe parce qu'on est tout le temps renvoyé dans nos 40 mètres là-dessus. Il faut qu'on arrive à trouver un truc plutôt plus constructif pour dire il faut qu'on travaille ensemble, mais en fait, pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, et qu'on se fixe des valeurs, des cadres de pensée. Et le don contre don, c'est un bon... Tout à fait. C'est un bon prisme pour le penser.
Je t'en prie. Et c'est pour ça que pour le mois d'avril, le témoignage là, de M. Marc Campeggi, je trouve que c'est intéressant de partir d'une pratique, d'une action, et puis finalement d'interroger l'asso ou d'interroger l'entreprise par rapport aux questions que j'ai essayé de lister, entre autres, quel objet, quelle valeur, quels acteurs, puis on se rend compte finalement que cette relation qu'on pensait assez binaire entre le chargé de projet de l'association et puis le responsable du mécénat de l'entreprise, finalement, ça va bien au-delà. Et de déconstruire tout ça pour montrer. Parce que je pense que, premièrement, d'aller toujours vers les mêmes, ça génère une concurrence qui est assez stérile. Et puis, comme le disait la personne dans le chat, finalement, on est en concurrence pour la même fondation ou la même entreprise. Et puis, du coup, la fondation adopte des outils concurrentiels pour mettre en concurrence. Là, du coup, ce n'est pas la circulation du don, c'est la circulation de la concurrence, quoi. C'est-à-dire la concurrence alimente la concurrence et les outils de concurrence. Mais partir d'exemples, d'expériences, on n'en a pas besoin de 50, parce qu'au mois d'avril, on a de bonnes heures. Mais je trouve que pour l'acculturation, d'amener les décideurs à avoir une approche pratique et réflexive sur ces pratiques vis-à-vis des entreprises, je pense que ça peut être, il me semble, un élément entre guillemets de progrès, pas technique, j'entends. Voilà, c'était un peu l'idée. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Excusez-moi. Pas de souci. Merci beaucoup, Morgane. De toute façon, on va arriver au bout du temps puisqu'on s'était fixé 1 heure et que l'idée de ce soir, c'était vraiment d'initier la rencontre du 21 avril prochain. Il y avait une remarque de Magali qui dit que ça aurait été bien peut-être d'inviter des entreprises. Elles étaient invitées. Nous avons invité, plusieurs entreprises avaient été invitées. Je ne sais pas s'il y en a présentes ce soir. En tout cas, on fera une relance parce qu'effectivement, l'idée, ce serait de pouvoir aussi échanger avec des personnes du secteur de l'entreprise. La Fondation L'Oréal était très intéressée par le sujet. Elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais parce que nous, on a travaillé avec eux et ils étaient très intéressés par le sujet. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se mobilise autour pour effectivement les avoir autour de la table. Voilà, ça pourrait être intéressant. Moi, je vais vous laisser aussi. Oui, merci beaucoup aussi, Caroline. Du fait de la visio, j'ai pris un rendez-vous à 500 mètres, mais pour défendre un projet de pourcentage de crédits municipaux pour une mise à l'abri. Voilà. Merci, Caroline, en tout cas. Merci beaucoup de votre engagement, en tout cas, parce que vous êtes là aussi. Et puis merci d'être là ce soir. Voilà, et puis on se retrouve au mois d'avril. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tout le monde. N'hésitez pas si après il y a des questions. Le président qui était avec nous tout à l'heure. Oui. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, on essaiera aussi de retransmettre au niveau national, donc là, en visio, le 21 avril. Voilà. En tout cas, on revient vers vous et on communique. Voilà. Merci à vous et n'oubliez pas de merci vous à vous tous. Merci à tous. De la DC. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne fête à tous. Au revoir. Merci.